Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. La disposition du code électoral relatif au parrainage des candidats à l'élection présidentielle au Bénin continue d'être contestée. 5 différentes plaintes ont récemment été déposées devant la Cour constitutionnelle contre cette disposition qui limite de facto le nombre de candidats à l'élection présidentielle prévue le 11 avril 2021. Adoption d'un projet de loi pour instituer une assurance maladie universelle au Togo. Le texte entend offrir un système cohérent et intégré d'assurance maladie universelle. Il vise une couverture aussi large que possible de ce mécanisme de soutien. Et puis au-delà des risques sanitaires, l'onde de choc de la Covid-19 dans les économies africaines fait des ravages. Le Kenya, qui au cours des dernières années avait fait des progrès considérables en matière de réduction de la pauvreté, accuse un coup en cette année 2020. La pandémie a accru la pauvreté de 4% dans le pays. Mais tout d'abord, au terme de 5 jours de pourparlers à Tanger au Maroc, 123 des 180 membres du Parlement libyen se sont engagés samedi 28 novembre à mettre fin aux divisions qui minent leur pays, en commençant par convoquer le Parlement élu dès leur retour en Libye. La Chambre des représentants ne s'est pas réunie depuis 2 ans et la Libye est en proie à la violence et au chaos depuis le renversement de l'ancien président Muammar Kadhafi en 2011. Ils se réuniront début décembre à Gadam, une ville proche de la frontière que la Libye partage avec la Tunisie et l'Algérie, est considérée comme l'un des endroits les plus sûrs pour mener des négociations en Libye. À moins de 5 mois de la présidentielle béninoise du 11 avril 2021, les candidatures peinent à se dessiner et pour cause les lois électorales qui instituent le parrainage, notamment l'article 44 de la Constitution et l'article 132 du Code électoral. Face à cette situation inédite dans le pays, des citoyens béninois ont formulé des recours devant la Cour constitutionnelle réclamant l'invalidation de ces dispositions. Le point dans ce reportage de notre correspondant Leftiono. Des requérants béninois ont formulé des recours adressés à la Cour constitutionnelle présidée par Maître Joseph Djogbenou contre le parrainage des présidentiables institué par les 83 députés de la 8e législature du Bénin, tous de la mouvance présidentielle. Autrefois, à environ 5 mois de la présidentielle, ce sont les candidats et leurs projets de société qui cristallisent l'attention. Particulièrement en prélude à la présidentielle du 11 avril 2021, la loi du parrainage des présidentiables introduite dans la Constitution et élucidée dans le Code électoral suscite la polémique. Pour une présidentielle libre, inclusive et transparente, des citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle afin qu'elle se prononce. J'ai saisi la Cour constitutionnelle sur 4 moyens. Pour moi, il y a violation donc du droit de participer librement à la direction des affaires de son pays. Le deuxième point que j'ai évoqué dans mon recours, c'est le droit à la liberté d'association. Selon l'article 132 du Code électoral, tout présidentiable doit recueillir la signature d'au moins 10% des élus députés et ou maires. Au total, 158 députés et maires parraineront des candidats du haut présidentiel. Dans ce contexte, les deux partis du chef de l'État disposent de 153 élus, une situation qui, selon des experts, met à rude épreuve l'ouverture du jeu électoral, malgré l'assurance de la mouvance sur la liberté de ces élus à parrainer les candidats de leur choix. Tout en me disant qu'il y a très peu de chances que cela puisse aller à l'avantage des requérants, je voudrais souhaiter que le gouvernement puisse se ressaisir et comprendre qu'en réalité, il n'est pas bien de maintenir ce système de parrainage qui ne fera que renforcer l'exclusion de la classe politique et mieux encore créer davantage le fossé en termes de cohésion nationale. Au total, 5 recours sont devant une chambre de mise en état à la Cour constitutionnelle du Bénin. A noter que dans une décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il a été ordonné à l'État béninois l'annulation de la révision de la Constitution avant toute élection. En Ouganda, les élections générales prévues pour janvier 2021 sont également source de tensions. Depuis le début de la campagne électorale, plusieurs incidents menant à des violences policières ont déjà été enregistrés. Les candidats de l'opposition sont les principales victimes. La commission électorale réclame l'impartialité des forces de l'ordre. Nathalie Mo.
En Ouganda, la commission électorale plaide pour un traitement impartial des candidats aux élections de 2021. Ce 27 novembre 2020, l'organe électoral ougandais a exhorté la police à cesser de bloquer ou de perturber les campagnes présidentielles avant le scrutin du 14 janvier 2021. La police devrait exercer le maintien de l'ordre de manière impartiale. Les lignes directrices parlent de réunions réglementées et non de rassemblements publics de masse. Les rassemblements restent interdits. Il est du devoir de la police ougandaise de garantir l'ordre public pendant le processus électoral en appliquant les directives que nous avons publiées. La commission électorale ougandaise a déclaré qu'elle est ouverte à des plaintes des candidats face à des cas de perturbation de leurs activités de campagne. Elle a aussi informé les partis politiques ayant déjà annoncé la suspension de leurs campagnes électorales que des délais supplémentaires ne leur seraient pas accordés. La grande question est de quel levier dispose-t-elle cette commission pour soit stopper, soit sanctionner ces violations. Du coup, si les élections ont lieu et dans ces conditions, on aura du mal à affirmer qu'elles seront libres en plus d'être transparentes et démocratiques. Dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle en Ouganda, les candidats de la National Unity Platform, Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom Bobi Wine, et du Forum for Democratic Change, Patrick Amuriat, ont été arrêtés le 25 novembre 2020. À noter que Bobi Wine est toujours en détention. Au Gabon, la compagnie financière africaine apporte son soutien à l'entrepreneuriat. La filiale gabonaise Cofina va octroyer un financement de 250 millions de dollars à l'incubateur Ogwe Labs dans le cadre du programme Start X 241, programme qui vise à créer 10 startups tech. Les détails avec Joël Ballot. Le gouvernement gabonais va bénéficier d'un financement de 250 millions de francs CFA au profit de l'entrepreneuriat. Cette subvention de la compagnie financière africaine Cofina vient en appui au programme d'accélération Star X 241 qui accompagne la maturation et la validation technico-économique du projet en soutien aux startups. Une telle initiative, à mon sens, permettra de créer les pépites de la future économie de notre pays, le Gabon. Notre action, conformément à l'orientation de notre PDG, est de soutenir l'entrepreneur au sein des pays où nous développons notre activité. À travers le programme Star X 241, prévu pour démarrer en décembre prochain au Gabon, l'entreprise Cofina ambitionne de valoriser les startups dans leur expansion en générant 10 startups tech, recruter et former au management de startups 20 entrepreneurs gabonais et employer près de 40 jeunes gabonais au sein de ces structures. Il faudrait véritablement que le gouvernement gabonais mette sur pied des institutions dédiées au financement de l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, tous les jeunes sont souvent butés au moment de la recherche de financement à ce qu'on appelle des garanties. Ils ne parviennent pas à mobiliser la qualité et la quantité de garanties généralement requises par les institutions de financement à l'effet de leur mettre à niveau ou alors à disposition les lignes qu'ils sollicitent. Résultat des courses, le projet, il est bon, il est pertinent, mais il ne verra jamais le jour. Avec la stratégie pour l'entrepreneuriat national et l'insertion des jeunes lancée en 2018 par le gouvernement, le développement des startups est donc la preuve que le Gabon reste une terre fertile pour entreprendre, réussir et surtout relever l'économie de cette nation encore dépendante du chiffre d'affaires pétrolier. L'exécutif togolais annonce l'adoption d'un projet de loi relatif à une couverture maladie universelle. Le nouveau mécanisme devrait étendre le régime de l'assurance maladie obligatoire existant à d'autres couches sociales pour couvrir la plus grande part possible de la population. Les détails avec Marine Tolo. En vue d'améliorer l'accès à la santé au Togo, un projet de loi sur la couverture maladie universelle a été adopté le 25 novembre 2020 en Conseil de ministres. Pour certains experts, cette couverture assurantielle s'étendra notamment aux agents du public et aux travailleurs régis par le Code du travail. Il sera question de couvrir autant que possible une large sphère en matière d'assurance maladie. Une initiative nouvelle et ancienne car l'on se souvient depuis environ 7 ou 8 ans, la création de l'INAM qui devrait déjà veiller à une implémentation de la question. Ce qui du point de vue de l'esprit dévoile les intentions
je dirais, humaniste du pouvoir public. La marge de progression pour atteindre une couverture maladie globale est encore importante au Togo. Au début de 2020, l'Institut national de l'assurance maladie Togo comptait un peu plus de 104 cotisants pour une prise en charge touchant plus de 250 personnes. La solution passe nécessairement par la pédagogie et le dialogue. Le caractère obligatoire, souvent propre aux lois, pourrait provoquer un phénomène sociologique inattendu. Donc, discuter, même dans un cadre de dialogue ouvert, afin de trouver une meilleure formule qui puisse passer en tenant compte des réalités sociopolitiques et économiques du pays. Rappelons qu'il y a 8 ans, le Togo a mis en place un régime obligatoire d'assurance maladie sous la gestion de l'Institut national d'assurance maladie pour pallier les problèmes de santé de ces populations. Notons que depuis la création de l'Institut national d'assurance maladie il y a près de 10 ans, en 2011, au bénéfice des agents publics et assimilés, plusieurs agents publics et assimilés bénéficient des soins de santé presque gratuits. Le Kenya, qui a fait des progrès considérables en matière de réduction de la pauvreté au cours des dernières années, a été freiné dans son élan par la pandémie de coronavirus. Selon la Banque mondiale, la pandémie de Covid-19 a fait grimper le nombre de Kenyans pauvres de près de 2 millions cette année. L'institution financière recommande au gouvernement kényan de veiller à ce que le choc reste temporaire en ciblant l'aide aux ménages les plus vulnérables. Le point avec Philomène Tine. Le Covid-19 reste un obstacle majeur face à la résilience économique au Kenya. Il vient endommager les moyens de subsistance, affectant en particulier les femmes, les jeunes et les réfugiés. À cet effet, un récent communiqué de la Banque mondiale stipule que la crise du coronavirus a poussé 2 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté au Kenya. Les travailleurs salariés et surtout les femmes qui ont encore un emploi sont confrontés à une réduction de leurs heures de travail et de leurs revenus. Près d'une entreprise ménagère sur 3 n'est pas en activité à l'heure actuelle. Les revenus diminuent dans tous les secteurs. Pour une réponse rapide et bien ciblée, l'institution de Bretton Woods recommande une intensification des politiques d'aide aux entreprises en difficulté ainsi qu'un renforcement des moyens de subsistance des populations. Afin de soutenir le système de santé et protéger les ménages les plus vulnérables, le gouvernement kényan a déployé des politiques fiscales et monétaires. Limiter l'effet négatif de l'impact du coronavirus sur la vie en société, sur l'économie kenyane, passera forcément par un faisceau de mesures conjuguées. Le Kenya a intérêt à travailler le tourisme interne pour donner la possibilité aux gens de se déplacer. Deuxièmement, au président de la République d'instruire le gouverneur de la Banque centrale de partager les moyens de paiement aux populations les plus pauvres, parce qu'en fait, c'est une façon de relancer également l'économie. En outre, le Bureau national des statistiques du Kenya a indiqué un taux de chômage en forte augmentation au deuxième trimestre de 2020. Il a approximativement doublé à 10,4% durant la période en raison du coronavirus. Également dans l'actualité, le Sénégal a perdu un de ses lions. L'ancien international Papa Bouba Diop est décédé ce dimanche 29 novembre à l'âge de 42 ans. L'ancien joueur des Lions de la Teranga était atteint de la maladie de Charcot. Alors qu'il a évolué dans plusieurs clubs européens, Papa Bouba Diop était considéré comme une icône du football sénégalais. Il avait notamment inscrit le seul but historique du match opposant la France au Sénégal lors de la Coupe du Monde 2002 qui avait fait tomber les champions du monde en titre en phase de poule. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.